Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet qui fascine autant qu'il divise. Peut-on vraiment changer sa situation financière simplement en changeant d'abord son état d'esprit? C'est la grande promesse de la loi de l'attraction. Et pour explorer cette idée, on s'appuie sur un livre de Slaviska Bogdanov. Oui, attirer l'argent grâce à la loi de l'attraction. Alors, il faut le préciser tout de suite, ce n'est pas un manuel de trading ou de comptabilité. Non, pas du tout. C'est une méthode qui se veut beaucoup plus globale, holistique même, pour transformer sa relation à l'argent de l'intérieur. Notre objectif, c'est donc de décortiquer cette approche. On va essayer d'en extraire les principes, les exercices concrets, et de voir comment l'auteur arrive à lier des concepts comme l'amour-propre, par exemple, à la gestion très pragmatique d'un budget. Bref, comprendre la mécanique proposée. C'est une excellente feuille de route. Et il faut savoir que l'auteur, qui est coach de vie, elle ancre vraiment sa méthode dans son propre parcours. Elle affirme être partie d'une situation de dette assez importante. Ah oui, d'accord. Et le postulat de départ, qui est vraiment partout dans le livre, est simple. On attire à soi ce sur quoi on focalise son énergie, ses pensées. L'idée, c'est que notre monde extérieur, c'est juste un miroir de notre monde intérieur. Alors si on décide de suivre la méthode, la première étape, c'est quoi? J'imagine qu'on commence pas par visualiser des liasses de billets. Le livre parle beaucoup d'une phase de préparation, non? Une sorte de fondation? Absolument. C'est la base et on ne peut pas y couper. Tout commence par une préparation mentale, très rigoureuse, et ça passe par des exercices vraiment structurés. Le tout premier, c'est de fixer un but, mais un but d'une précision chirurgicale. C'est-à-dire? Il faut écrire noir sur blanc un montant exact, un chiffre, et une date butoir très précise. Ce n'est pas juste un souhait, l'auteur parle d'une déclaration solennelle qu'on doit dater et signer. D'accord, l'idée de noter un montant et une date, ça, c'est un classique du développement personnel, on a déjà vu ça. Mais j'ai l'impression que le livre va plus loin. Une fois qu'on a le combien, j'imagine qu'on doit se poser la question du pourquoi, la motivation. C'est le deuxième pilier, définir son pourquoi. L'exercice, c'est de lister toutes les raisons, profondes, positives, qui nous poussent à désirer ça. Offrir une meilleure éducation à ses enfants, voyager, créer. Bref, ces raisons, c'est le carburant. Et l'auteur insiste sur un point qui est central dans toute cette philosophie. Lequel? Les formulations. Elles doivent être exclusivement positives. C'est-à-dire? Pas de négation, exactement. Pas de «je veux sortir des dettes», par exemple, mais plutôt «je veux atteindre la liberté financière». La logique, selon elle, c'est que l'esprit, ou l'univers, comme elle l'appelle, se focalise sur les images fortes. En disant «pas de dette», l'image qui reste, c'est «dette». C'est un principe de programmation mentale, en fait. Je vois le principe psychologique de se concentrer sur le positif, mais l'idée que l'univers n'entend pas la négation, ça va certainement en faire tiquer certains. C'est présenté comme une loi métaphysique ou plutôt comme une technique d'auto-persuasion. Le livre navigue un peu entre les deux, mais l'ancrage est surtout psychologique, je dirais. C'est comme si je disais «ne pensez pas à un éléphant rose». J'y pense forcément. Voilà, c'est ce mécanisme qu'il s'agit de maîtriser. Orienter volontairement ses pensées vers le but et non vers le problème qu'on veut fuir. D'accord. Donc on a l'objectif, la motivation. Et après, on arrive à un point qui semble vraiment être un point de bascule, la question de la responsabilité. C'est un tournant fondamental, oui. La méthode exige de cesser de blâmer les facteurs extérieurs. La crise, le gouvernement, son passé, son éducation, peu importe. L'exercice est radical. Il faut signer un serment où on prend l'entière, la totale responsabilité de sa situation financière. Ah oui, quand même. C'est présenté comme le seul moyen de reprendre le pouvoir. Tant qu'on pense que la cause est extérieure, on est une victime, impuissante. Dès que la responsabilité nous incombe, on devient l'acteur du changement. C'est puissant comme idée, mais ça peut aussi être intimidant. Et j'imagine qu'avant de se projeter, il faut avoir une image claire de là où on part, non? Est-ce que le livre recommande de se plonger dans ces relevés de compte? Mais elle est une règle très très stricte. On le fait une seule et unique fois, au tout début. On fait un bilan complet. Actif, passif, dette, tout. On regarde la réalité en face. Mais une fois que c'est fait, on referme le dossier. On n'y revient plus. Et pourquoi? Parce que selon la loi de l'attraction, se concentrer tous les jours sur le manque, sur les dettes, ça ne ferait que renforcer cette réalité. On en attirerait encore plus. Donc on acte le point de départ et ensuite toute l'attention est dirigée vers le point d'arrivée. D'accord. Le terrain mental est préparé, mais maintenant, on touche à ce qui est pour moi le cœur du réacteur. Le livre affirme qu'on est souvent notre propre pire ennemi, qu'on se sabote sans même s'en rendre compte.
C'est l'axe majeur de la deuxième partie. Une fois la décision prise, il faut aller débusquer les programmes de sabotage interne. Et il y en a plusieurs. Le premier, c'est notre rapport personnel à l'argent. Et on est Ah, riche. Qu'est-ce qu'on pense vraiment des riches, c'est ça, hein? Est-ce qu'on associe secrètement la richesse à l'avarice, à la malhonnêteté? Exactement. Parce que si au fond de soi, on méprise les riches, on s'arrangera inconsciemment pour ne jamais en devenir un. C'est logique. On ne veut pas devenir ce qu'on déteste. Le livre propose une idée intéressante là-dessus. L'argent ne change pas les gens, il ne fait qu'amplifier qui ils sont déjà. Ah, ça c'est intéressant. Un généreux deviendra plus généreux, un avare deviendra plus avare. L'idée, c'est de nettoyer ses propres préjugés pour s'autoriser à réussir. C'est une vraie remise en question. Le livre aborde aussi une idée très contre-intuitive, celle des avantages des inconvénients. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un concept psychologique qui est fascinant. L'idée, c'est qu'on peut trouver des bénéfices cachés, inconscients, à rester dans une situation financière difficile. Des bénéfices? Comment ça? Par exemple, ça peut permettre d'attirer l'attention, la compassion des autres, ou d'avoir toujours une bonne excuse pour pas se lancer dans des projets ambitieux, ou même d'éviter le stress lié à la gestion de grosses sommes. L'exercice, c'est de lister, sans se mentir, tous ces avantages pour les rendre conscients. Et une fois qu'on les a identifiés, On cherche comment obtenir ces mêmes bénéfices, l'attention, la reconnaissance, mais par la richesse, plutôt que par le manque. et cette logique de sabotage nous amène au blocage le plus subtil, peut-être le plus enfoui, le sabotage par loyauté, familiale ou amicale. Oui, c'est sans doute le plus complexe à identifier. On peut s'empêcher de réussir pour ne pas dépasser quelqu'un, pour pas faire de l'ombre à un proche. L'auteur donne un exemple très parlant. Une fille qui reste dépendante financièrement pour que sa mère puisse continuer à se sentir utile, indispensable en l'aidant. Inconsciemment, en réussissant, elle priverait sa mère de son rôle de sauveuse. C'est... c'est fou. Et comment on dénoue ça? La technique proposée, c'est d'écrire une lettre qu'on n'enverra jamais à la personne concernée, pour verbaliser le conflit, pardonner et se donner la permission de réussir pour soi-même. Ok. Une fois que tout ce terrain mental est préparé, déminé, le livre nous laisse pas dans la théorie, j'imagine. Il propose un programme d'action sur 90 jours. Oui, on passe de l'introspection à l'action. Une action disciplinée, quotidienne. C'est un plan très structuré pour installer de nouvelles habitudes. Et le pilier absolu, l'exercice numéro 1, celui sur lequel tout repose, est centré sur l'amour-propre. Comment ça se traduit en pratique? Et l'exercice est d'une simplicité déconcertante, mais il peut être très difficile. Chaque matin, se regarder dans les yeux dans un miroir pendant 2 minutes et se dire à voix haute « Je t'aime » en ajoutant son prénom. Juste ça. Juste ça. L'auteur établit un lien direct entre le niveau d'estime de soi et le plafond de verre financier qu'on s'impose. Si on ne s'estime pas digne de recevoir l'abondance, on trouvera toujours un moyen de la saboter ou de la perdre. C'est la fondation sur laquelle tout le reste se construit. L'amour-propre comme socle. D'accord. Et quels sont les autres outils quotidiens de ce programme? Le deuxième outil majeur, c'est le journal de l'abondance. Chaque soir, il faut y noter tous les signes de richesse, de générosité ou d'abondance qu'on a rencontrés dans la journée. Ça peut être quoi, par exemple? Une pièce trouvée par terre, un café offert par un collègue, la vue d'une belle voiture, un repas délicieux. L'objectif, c'est de rééduquer son cerveau, de forcer son système de perception à voir l'abondance qui existe déjà partout, au lieu de se focaliser sur le manque. On change la lentille à travers laquelle on regarde le monde. Mais la mentalité, c'est une chose. La gestion concrète de l'argent, c'en est une autre. Comment le livre articule les deux? Et c'est là qu'on passe à une des idées les plus concrètes du livre, qui peut sembler être un simple plan de budget, mais qui est en fait un outil psychologique puissant. C'est la méthode des 6 bocaux. Les 6 bocaux. Oui, chaque revenu net est immédiatement divisé en 6 comptes ou bocaux distincts. 55% pour les nécessités, loyer, nourriture. 10% pour l'épargne à long terme, la poule aux œufs d'or, un compte auquel on ne touche jamais. 10% pour l'éducation, pour investir sur soi. 10% pour des projets à moyen terme ou le remboursement des dettes, 5% pour les dons, pour cultiver la générosité, et enfin, et c'est crucial, 10% pour les plaisirs. Et ce bocal plaisir a des règles particulières. Une règle non négociable. Il doit être entièrement dépensé chaque mois, et avec joie.
C'est un acte délibéré pour briser le cycle de l'austérité et pour s'entraîner à recevoir et à dépenser sans culpabilité. Cette méthode, elle marche aussi quand on a des dettes? Le livre propose une approche spécifique pour ça. Oui, et elle est conçue pour l'impact psychologique. La méthode, c'est de lister toutes ces dettes. Pas par taux d'intérêt, mais en les classant de la plus petite à la plus grande, en montant total. Ensuite, on se concentre à rembourser agressivement la plus petite dette en premier. Ah oui, l'effet boule de neige. C'est ça. Le fait de rayer complètement une dette de la liste, même une toute petite, ça procure un sentiment de victoire, de contrôle. Et cet élan psychologique motive à s'attaquer à la suivante. Donc ce programme de 90 jours est progressif. On ne se retrouve pas avec 15 nouvelles habitudes le premier jour. Exactement, c'est une montée en puissance pour pas se décourager. La première semaine, c'est l'amour-propre, le journal d'abondance. Et la deuxième semaine, on ajoute quelque chose de très physique. Ranger et nettoyer son environnement. Ranger son placard. Quel est le lien avec un compte en banque? La philosophie du livre, c'est que le désordre extérieur reflète et entretient le désordre mental et financier. En agissant concrètement sur son espace, en y mettant de l'ordre, de la clarté, on envoie un message puissant à son subconscient. L'idée, c'est que le changement, il est holistique, il n'est pas juste dans la tête. Et les semaines suivantes, ça continue de s'enrichir. Oui, le programme ajoute des briques. Semaine 3, on intègre un volet intellectuel, apprendre la richesse, lire des biographies de personnes qui ont réussi pour s'imprégner de leur état d'esprit. Semaine 4, c'est la répétition. Choisir une affirmation positive et la répéter 300 fois par jour. Semaine 5, on ajoute la pratique de la gratitude. Et ainsi de suite avec des exercices sur le silence, l'activité physique, le pardon. Chaque semaine renforce la précédente. Alors, si on essaye de prendre un peu de recul, que retenir de cette approche FI? Au fond, c'est un cocktail assez dense qui mélange travail psychologique, discipline quasi spirituelle avec des rituels et des règles de gestion financière très terre-à-terre. C'est exactement ça. Le fil rouge, l'idée centrale, c'est que notre situation financière extérieure n'est jamais la cause première. C'est toujours la conséquence. La conséquence de nos croyances internes et de nos habitudes quotidiennes. La méthode du livre, c'est une tentative de reprogrammer les deux en même temps. On ne peut pas espérer un changement extérieur durable sans un changement intérieur profond. Voilà. C'est pour ça que l'estime de soi est si centrale. Elle détermine notre capacité à nous sentir dignes de recevoir. Et ensuite, à bien gérer ce qu'on reçoit. Ce qui nous amène à une pensée pour conclure cette analyse. Le livre affirme que notre réalité physique, un logement en désordre par exemple, ce n'est pas un problème séparé de notre état financier. Ce sont deux symptômes de la même cause profonde. Souvent, un manque d'estime de soi. Et ça soulève une question plus large, qui va au-delà de cette source. Si on accepte cette prémisse, que le monde extérieur reflète notre intérieur, quels autres aspects de notre vie, qui semblent n'avoir aucun rapport avec l'argent, pourraient en réalité influencer notre capacité à vivre dans l'abondance? Notre santé, la qualité de nos relations, notre créativité? Est-ce que ce sont des domaines de vie distincts ou juste les différentes facettes d'un même miroir? Un miroir qui nous renvoie l'image de ce qu'on croit, tout au fond, mériter.